Voilà, ça va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire Simplicure que l'on propose aujourd'hui sur le sujet de la résistance à la perte de poids avec Dr Dez, qui est médecin nutritionniste et formateur au CIN, qui sera accompagné en fin de webinaire de Pierre Péréac, qui est de chez eBiody, qui sera là pour répondre à vos questions sur l'impédance métrie. Donc, bonjour Dr Dez, comment allez-vous? Bonjour à tous. Ravi de vous avoir avec nous en tout cas. Donc, au niveau du fonctionnement de la plateforme BigMarker, donc tout au long de la présentation, vous pouvez interagir avec nous dans le chat et y poser toutes vos questions dans la rubrique Q&A. Et alors, on y répondra à la fin du webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les Q&A. Donc, ce que je vous propose, Dr Dez, c'est que vous commencez à vous présenter et puis après, vous aborderez votre sujet. Ça va ? Oui, c'est parfait. Super, parfait. Ben, je vous laisse la parole. Très bien, je vous remercie. Donc, je suis le Dr Dez, je suis installé depuis un bon bout de temps maintenant à Chantilly, une vingtaine d'années maintenant que j'exerce en cabinet. Voilà, une petite ville au nord de Paris et où j'exerce uniquement la nutrition et la micronutrition. Donc, je ne fais plus du tout de médecine générale. Je ne fais plus que de la nutrition et évidemment, j'utilise depuis au moins plus de 15 ans maintenant, je pense que ça doit faire un peu plus, l'impédance métrie, puisque pour moi, j'aurais vraiment du mal à travailler sans l'impédance mètre. Donc, je vous propose de démarrer. On va voir aujourd'hui tout ce qui est... alors, c'est un vaste sujet, hein, on va bien évidemment pas parler de tout, mais on va parler de la résistance à la perte de poids. On parle pas bien sûr de ces patients qui arrêtent de mincir ou qui mincissent très peu lorsqu'ils ont déjà perdu une dizaine de kilos ou une quinzaine de kilos, puisque là, évidemment, le delta calorique ne devient pas tout à fait suffisant. Et s'ils n'ont pas mis en place, par exemple, un bon modèle d'activité physique ou vraiment une rigueur et une régularité dans leur façon de faire, l'organisme commence à ralentir, voire même à s'arrêter. Donc là, on n'est pas vraiment dans la résistance à la perte de poids. Hein. C'est dans ces moments-là auxquels on est tous confrontés à un moment ou à un autre. Hein. Il y a toujours un moment où un patient commence à ralentir. C'est là où il faut avoir un discours auprès du patient en lui disant qu'il faut qu'il soit fort dans la tête. Alors, c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. Et c'est surtout, il faut bien lui faire comprendre qu'il va devoir faire plus d'efforts avec moins de résultats. Donc, encore une fois, il faut être pédagogique dans ces moments-là. Donc, on est tous confrontés à ce problème-là dès qu'on fait du surpoids, ça ralentit un moment ou un autre. Là, on va essayer d'aborder plutôt la vraie résistance à la perte de poids, c'est-à-dire un patient qui, sur la définition qu'on peut donner, donc c'est la difficulté ou l'incapacité de certaines personnes à perdre du poids malgré des efforts soutenus en matière de régime et d'exercice. C'est-à-dire que c'est un patient qui fait bien les choses, qui fait les choses tout le temps et qui, malgré tout, ou presque tout le temps, hein, le 100%, ça n'existe pas, ni en médecine, ni en nutrition, encore moins en nutrition. Mais en tout cas, c'est un patient qui fait vraiment les choses et chez qui les résultats ne sont pas bons ou sont décevants. Et effectivement, pour le patient, c'est compliqué parce que si vous n'êtes pas là pour le soutenir et pour lui expliquer les choses, il y a de fortes chances qu'il se décourage et qu'il arrête, ses efforts, quoi. Donc, cette résistance, il y a plusieurs, évidemment, raisons à cette résistance à l'amincissement. Alors moi, je préfère dire à l'amincissement parce que l'amaigrissement, encore une fois, quand on pratique comme moi depuis bien longtemps l'impédance métrie, l'amincissement, c'est perdre de la masse grasse, c'est perdre du gras. L'amaigrissement, c'est perdre du muscle. Donc, c'est tout ce qu'on ne doit pas faire dans une perte de poids, c'est maigrir. Il faut mincir et pas maigrir. Donc, c'est vrai que moi, je dirais plutôt résistance à l'amincissement qu'à l'amaigrissement. C'est ce qu'on surveille avec l'impédance métrie. Donc, les causes de cette résistance, elles peuvent être génétiques, bien évidemment. Ça peut être hormonal.
Alors, le grand classique de la résistance à l'amincissement, c'est chez les dames qui rentrent dans une ménopause. C'est un grand classique, mais ça peut aussi être d'autres problèmes hormonaux. Les petits brûleurs, les métabolismes lents, le comportement alimentaire. Alors, on le détaillera tout à l'heure. Évidemment, pour perdre du poids, il faut avoir un bon comportement alimentaire, mais là, on va parler des comportements alimentaires qui peuvent provoquer justement une résistance à l'amincissement de façon plus spécifique. Le stress, alors pour moi, c'est le plus gros des freins à la perte de poids, c'est le plus gros de la résistance. Pour moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile à traiter parce que c'est tellement interpersonnel cette histoire-là que c'est parfois compliqué d'aider les patients, surtout s'ils n'ont pas forcément envie. Le manque de sommeil, c'est aussi un gros problème. Et les facteurs environnementaux, je ne sais pas si c'est le plus gros problème, mais en tout cas, je dirais qu'après le stress, c'est le plus difficile à traiter parce qu'on ne sait vraiment pas grand-chose sur les facteurs environnementaux et on n'en parlera quasiment pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas réellement de vraies solutions à apporter par rapport à tout ça. Donc, les causes possibles, elles sont génétiques, évidemment, mais la génétique, c'est jamais du 100%. On ne peut pas dire que le patient perd pas de poids ou ne perd plus de poids parce qu'il a une génétique défavorable. N'oublions pas que la génétique, c'est une partie. La génétique, c'est la partition. Et la façon de jouer la partition, c'est-à-dire l'épigénétique, ça va bien évidemment rendre des résultats différents. Si vous prenez la Marseillaise jouée par Rouget de Lille ou par Gainsbourg, la partition est la même, les notes sont les mêmes, mais le résultat va être complètement différent. Si vous prenez Fernande de Brassens, chantée par Brassens, jouée par Brassens ou par Carla Bruni, ça ne sera pas du tout la même chose. Donc, la génétique, c'est bien beau, mais l'épigénétique, à mon avis, a beaucoup plus d'importance comme impact sur la résistance à l'amincissement. L'épigénétique, c'est comment je mange, comment je bouge, comment j'ai des toxiques. Donc, c'est tout ce qui entoure la génétique. Les polymorphismes génétiques, on sait bien, encore une fois, que on ne brûle pas tous et on ne métabolise pas tous de la même façon les lipides et les glucides. Mais bon, je veux dire, les Indiens Pima qui sont tous diabétiques de père en fils, qui ont une insulinorésistance monstrueuse, c'est quand même exceptionnel. Encore une fois, les polymorphismes génétiques, ça reste très abordable et très contrôlable et modulable grâce à l'épigénétique et aux propositions qu'on va pouvoir faire aux patients. Le métabolisme basal, oui, on est bien tous pas du tout égaux par rapport à ça. Encore une fois, il y a des gens qui sont des petits brûleurs et d'autres qui peuvent manger n'importe quoi, ça se passera toujours très bien. On a tous ça dans nos familles, dans nos proches et dans nos patients. Le métabolisme de base, n'oublions pas qu'il est très dépendant aussi de la masse musculaire. C'est 80% du métabolisme de base, c'est de la masse musculaire, 10% c'est de la digestion. Donc, il faut bien distinguer cette histoire-là. Là, je parle vraiment des patients qui, de base, sont petits brûleurs. Ce n'est pas les patients qui, parce qu'ils ont fait un mauvais régime, vont se mettre dans une mauvaise situation avec une masse musculaire trop faible et qui ne leur permet plus de brûler autant qu'avant. Ça arrive à tout le temps, mais c'est plus ou moins important et c'est ça qu'on doit vérifier et contrôler grâce à l'impédance mètre. L'adaptation métabolique, toujours dans le métabolisme, c'est vrai qu'on sait bien que au bout d'un certain temps, c'est bien mystérieux, on ne comprend pas tout, on ne sait pas trop comment ça marche, mais on sait bien qu'au bout d'un certain temps, le corps résiste et peut-être prend peur. Moi, j'ai l'intime conviction que c'est très dépendant de la quantité des protéines qu'on peut donner aux patients. En tout cas, si un patient n'a pas sa bonne quantité de protéines, aujourd'hui, on considère quand même qu'un gramme 2, 1,5 gramme par kilo et par jour, c'est bien dans le cadre d'un amincissement. Si le patient n'a pas ça, le corps, je pense que le corps prend peur, se bloque, se verrouille, et c'est aussi ce qui contribue en partie à ralentir, voire à arrêter complètement la perte de poids.
on a tous en tête des patients qui bloquaient, et si on les fait manger un petit peu plus, et surtout un petit peu plus de protéines, d'un seul coup, ça débloque le problème. Alors, les comportements alimentaires dans la résistance à l'amincissement, là, j'ai volontairement mis les choix alimentaires, c'est-à-dire que dans les choix alimentaires, c'est pas comment je mange, comment j'organise mon repas, qu'est-ce que je fais dans mes calories, qu'est-ce que je fais, c'est vraiment à quel moment je vais manger tel aliment. On sait bien que les patients qui vont manger la nuit, par exemple, c'est une catastrophe, parce que en général, la perte de poids elle a plutôt lieu en fin de nuit. Donc, si on mange la nuit, c'est une catastrophe. Toutes ces histoires de nutri-période, est-ce que je dois manger à tout moment, ou est-ce qu'il y a des moments où je dois mettre mon corps au repos? Il y a des patients qui mangent tout le temps, jour et nuit. Et évidemment que ça, c'est un gros blocage vis-à-vis de la perte de poids. Donc, ce que je mange, bien sûr, mais c'est surtout, pour moi, en termes de comportement alimentaire et de la résistance à l'amincissement, c'est à quel moment je mange et à quel moment je mange tel aliment. Quand on est en face d'un patient qui a une insulinorésistance, s'il mange trop de glucides le matin, évidemment qu'il y aura une résistance à l'amincissement. Dans ces mêmes patients qui ont une insulinorésistance, si ce patient, au moment où son insuline va commencer à descendre, c'est-à-dire 1 heure, 2 heures après le repas du soir, au moment où il commence à être à jeun, s'il se met à manger des glucides, la petite compote, le petit fruit, le petit gâteau devant la télé à 22h30, 23h, évidemment qu'il y aura une résistance à l'amincissement, parce que son insuline qui est en train de redescendre et qui est déjà très haute, elle va lui donner aucune chance de pouvoir perdre son poids. Les facteurs environnementaux, c'est vrai qu'on a une génétique de 100 000 ans, hein, elle n'a pas changé depuis environ 100 000 ans, on s'accorde à dire ça, on est des hommes des cavernes dans le corps, pour certains on l'est toujours dans la tête, mais c'est une autre histoire. En tout cas, notre corps n'a pas changé depuis 100 000 ans. Ce qui a changé, c'est ce qui nous entoure, c'est pouvoir bouffer n'importe quand, même dans les supermarchés, enfin pas dans les supermarchés, mais dans les pompes à essence. On trouve à manger aujourd'hui partout. Donc, on est fait pour bouger, on est fait pour chasser, on est fait pour se déplacer, on est fait pour avoir du mal à trouver la nourriture. Dans notre corps, il est fait pour ça. Et aujourd'hui, évidemment que comme on peut manger n'importe où et à toute heure, ça rend parfois chez certains patients difficile la perte de poids. La sédentarité, évidemment, c'est une évidence, même si on se rend compte aujourd'hui que c'est quand même plutôt utile l'activité physique dans le cadre de la stabilisation plutôt que dans le cadre de la perte de poids. Donc, c'est plutôt la stabilisation que la perte de poids. Et c'est surtout vrai, encore une fois, chez nos patients, et ils le sont à peu près tous, à partir du moment où ils ont un certain niveau d'obésité, et surtout d'obésité viscérale, où ils commencent à être dans la résistance à l'insuline. Et là, s'ils ne font pas du sport régulièrement, s'ils en font juste une fois de temps en temps, ça ne marche pas. Donc, ça n'est pas un bon moyen aujourd'hui, forcément, de mincir. On ne va pas leur dire de ne pas bouger, hein, puisque c'est bon pour la santé quand même. Mais dans certains cas, ce n'est pas forcément très efficace. C'est ça que je veux dire. Les toxiques, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, tout ce qui est pesticides, toxines, etc. Bon, on se doute bien que ça provoque des blocages des choses. De là à pouvoir l'évaluer et surtout pouvoir le traiter, c'est vraiment une autre histoire. Les autres facteurs, le stress, je vous disais, ça c'est capital. Pour moi, c'est majeur dans la résistance à la perte de poids. Vous mettez dans un corps trop d'insuline, du cortisol, alors là, bonjour pour réussir à perdre du poids et surtout à perdre son tour de taille. Le sommeil, il est très, très important. Pour moi, il vient juste après le stress. C'est pas pour rien que les gens qui dorment peu sont plus en surpoids que les autres. Quand vous dormez peu, vous augmentez la gréline, ça donne plus faim, vous diminuez la leptine, il y a moins de satiété. Chez des patients souvent obèses qui ont une résistance à la leptine, donc c'est pire que tout. Les rythmes sont importants, encore une fois. Si un patient n'est pas dans son chronotype, s'il ne
s'il ne se couche pas à l'heure où il doit se coucher, à l'heure où il doit s'endormir, s'il ne bénéficie pas de ces petites heures du début de sommeil où il va descendre très profondément dans son, comment dirais-je, dans son sommeil, dans les rythmes profonds, eh bien, c'est dans ces rythmes profonds qu'on va commencer à réguler la glycémie, qu'on va commencer à sécréter de l'hormone de croissance, mais surtout à faire du muscle et à perdre de la graisse. Donc, si un patient ne descend pas dans son sommeil profond parce qu'il a un mauvais rythme de sommeil, il ne se couche pas à l'heure, ou un mauvais sommeil, une mauvaise qualité de sommeil, ben, il va avoir beaucoup de mal à mincir et il va s'arrêter très vite. Les désordres hormonaux, ben, je vous parlais de la ménopause, c'est une grande cause de résistance à l'amincissement, mais aujourd'hui, on commence à savoir, évidemment, parce que, encore une fois, tout ça tourne autour de l'insuline beaucoup, donc on sait quand même un petit peu mieux gérer ces résistances à la perte de poids, mais tout ce qui est hypothyroïdie ou toutes ces histoires de hormonaux divers et variés, ben évidemment, ça peut avoir un effet très bloquant. Mais le plus souvent, c'est ménopause, insuline et thyroïde, pour faire simple. Alors, la micronutrition, bah, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes un peu tous convaincus que c'est assez indispensable d'avoir un organisme qui fonctionne de façon optimale grâce à ces micronutriments, que ce soit vitamines, minéraux, oligo-éléments et acides gras. Bien sûr que c'est pour une bonne santé, un métabolisme optimal, mais c'est aussi pour une bonne perte de poids. Donc, si vous manquez de vitamines, si vous manquez d'oligo-éléments, si vous manquez d'acides gras, si vous manquez des bonnes protéines, bah bien évidemment que votre métabolisme, votre microbiote, votre énergie, votre humeur via les neurotransmetteurs vont vous poser un problème pour perdre du poids. Donc, une bonne micronutrition, bah, c'est un grand atout, on va dire, dans la prise en charge du surpoids, mais je ne suis pas seul à le dire, on ne fait pas de micronutrition sans nutrition avant, bien évidemment. Donc d'abord, on s'occupe de l'assiette en priorité, et après, on s'occupe de la micronutrition si c'est nécessaire. Alors, pourquoi personnaliser ? Je pense qu'on a tous la réponse. Hein. On est tous différents, on a tous une façon de vivre, de se comporter, de réagir, d'aimer, de penser, d'avoir des émotions différentes. Donc, c'est évident que la prise en charge du surpoids, elle doit être individualisée au plus possible. C'est vraiment à nous, praticiens, d'aller vers le patient, d'aller vers son style de vie, vers sa personnalité, plutôt que de lui dire venez voir chez moi comme c'est bien, venez dans mon monde comme c'est bien d'arrêter les lipides, les glucides, les machins, comme c'est bien de faire ça. Donc, on doit vraiment personnaliser à l'extrême le plus possible les choses pour que le patient se sente à l'aise. Moins il a d'efforts à faire, et plus ça sera facile pour lui. On ne s'occupe pas de la même façon d'une femme, d'un homme, d'un jeune, d'une personne âgée, de quelqu'un qui travaille la nuit. C'est bien évident que tout ça, il faut pouvoir s'adapter. Alors, comment on prend en charge un patient ? Bon, je ne vais pas vous apprendre à travailler, hein, je pense que vous faites ça déjà, mais en ce qui concerne en tout cas la résistance à la perte de poids, hein, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, l'anamnèse médicale et nutritionnelle, on la fait tout le temps, mais ce qui sort un petit peu plus dans la résistance à la perte de poids, c'est certains antécédents. C'est vrai qu'un diabétique, c'est compliqué à le faire mincir, plus compliqué qu'un non-diabétique. Un insulinorésistant, c'est plus compliqué. Un hypothyroïdien, c'est plus compliqué, mais ça, je trouve qu'on y arrive quand même assez bien. Une patiente qui a un syndrome des ovaires polykystiques, c'est pareil, avec son insuline, elle va avoir du mal. Donc ça, c'est des choses que vous devez connaître et que vous devez savoir quand vous prenez en charge un patient. Les médicaments, on sait bien que certains antidépresseurs ont tendance à faire prendre du poids. On sait bien que les neuroleptiques, c'est une véritable catastrophe. Donc tout ça, ça fait partie du premier bilan. Voilà, pour savoir où on met les pieds, on se doute bien qu'un patient sous neuroleptique, on va avoir du mal à le faire mincir.
un patient avec une insuline résistance, un SOPK, ça va être plus compliqué. Les compléments alimentaires, faut bien évidemment faire le point parce que vraisemblablement, on va être amené à un moment ou un autre dans notre prise en charge, pas forcément tout de suite, mais il y aura toujours un moment où on va avoir besoin de la micronutrition. Eh bien, il faut savoir ce qu'il prend, parce qu'il y a des patients qui font de l'auto-prescription majeure en termes de compléments alimentaires. Vous avez tous vu ces patients qui arrivent avec des sacs plastiques entiers de compléments alimentaires, mettent tout sur le bureau, et puis après, il faut faire le tri là-dedans. Les troubles fonctionnels, tout ce qui est fatigue, stress, il faut les prendre en compte, la digestion. Est-ce qu'ils ont des toxines, le tabac, l'alcool? Est-ce qu'ils bougent? Encore une fois, je trouve que c'est plus intéressant en stabilisation, l'activité physique, mais à un moment où un patient bloque et où il fait tout bien, c'est sûr qu'une grande carte à jouer dans ces moments-là de résistance, c'est quand même l'activité physique qui va prendre un rôle assez important. À condition de bien, je pense que vous savez ça, de bien lui apprendre à travailler son activité physique. Il faut avoir une activité physique qui est en accord avec ce qu'on lui met dans son assiette. Souvent, on met dans l'assiette, on donne au patient un modèle alimentaire destiné à perdre de la masse grasse et à garder sa masse musculaire. Et pour ça, il faut travailler physiquement, plutôt sans essoufflement, en aérobie, parce que sinon, on va plutôt consommer de la masse musculaire que de la masse grasse de façon prédominante. L'historique du surpoids, c'est très important. Est-ce qu'il a fait plein de régimes? Comment ça a marché? Est-ce que c'est de la stabilisation qui pose problème? Ou est-ce qu'il n'a jamais réussi à perdre? Voilà. Et puis, les comportements alimentaires, je vous disais, surtout quand on parle de résistance à l'amincissement, c'est ces moments où le patient mange ou où il ne faudrait pas qu'il mange. Ce n'est pas forcément ce qu'il mange. Et puis, les déclencheurs émotionnels, mais alors ça, c'est très difficile à travailler, mais on y arrive quand même. L'enquête alimentaire. Alors, il y a plusieurs façons de faire l'enquête alimentaire. Encore une fois, si on parle du tout venant, du patient qu'on prend en charge pour une première fois, moi, je ne fais jamais de journal alimentaire papier. Je ne lui fais jamais remplir de journal alimentaire pour un patient qui arrive au cabinet et que je vois pour la première fois et qui, pour l'instant, je ne sais pas comment ça va se passer pour lui. Donc, j'essaye de faire toujours au plus simple. Donc, je ne lui fais pas faire de journal alimentaire. Mais par contre, chaque fois que j'ai un blocage, chaque fois que j'ai un problème de perte de poids, d'arrêt de la perte de poids, je fais faire un journal alimentaire parce que l'idée, c'est de comprendre. Pour moi, ça a deux avantages, le journal alimentaire. C'est avoir la photo instantanée de ce que fait le patient. Est-ce qu'il fait des erreurs? J'espère qu'il fait des erreurs, c'est ce que je lui dis. Ça le met à l'aise. Je lui dis, j'espère que vous faites des erreurs parce que comme ça va être simple à gérer. Si vous ne faites pas d'erreurs, ça va être plus compliqué. Mais en tout cas, faire des erreurs, tant mieux parce qu'on sait où appuyer le doigt, quoi. Donc là, je fais faire un journal alimentaire. Donc, vous avez 1000 façons de faire le journal alimentaire de façon très, très simple, papier ou logiciel dédié. Moi, j'utilise, je vous en dirai peut-être un petit mot tout à l'heure, le ProNutri Consult de SIN. Moi, je travaille beaucoup pour le SIN depuis très longtemps. Et le SIN a sorti, ça fait peut-être un an ou moins d'un an, je ne sais plus exactement, ce n'est pas tellement moi qui m'occupe de ça, un logiciel dédié à la consultation de nutrition et de micronutrition qui est vraiment super et qui vous propose de faire un journal papier. Le patient remplit son journal alimentaire et vous récupérez ça directement dans son dossier médical que vous avez créé dans ce logiciel. Après, il y a plein d'applis, il y a plein de choses que vous pouvez utiliser pour faire le journal alimentaire. Moi, je dis que je fais faire de façon très simple. Je ne demande pas les quantités, je demande juste ce que le patient mange, s'il mange en dehors des repas, s'il boit autre chose que de l'eau ou du café, du thé sans sucre, etc. Donc, on fait des choses assez simples. Encore une fois, l'idée, c'est d'être efficace. Donc, si on veut être efficace, il faut être simple. Donc, refaire préciser la régularité des horaires des repas. Est-ce que, encore une fois, alors le logiciel, c'est le ProNutri Consult. Je vois qu'on me pose la question. Donc, ProNutri Consult, vous trouvez ça sur le site du SIIN, S-I-I-N.
Voilà, merci Marlène. Et je réponds aussi à la volée, les bêta-bloquants aussi. Oui, effectivement, sur le poids, ce n'est pas forcément terrible. Donc, régularité horaire de repas. Est-ce qu'il mange la nuit? Ça, c'est très important. Est-ce qu'il passe son temps à grignoter? Est-ce que c'est un travailleur de nuit qui mange toute sa nuit? Ça, c'est catastrophique pour le poids. Pour la perte de poids. Donc juste ça, cette connaissance de la façon dont mange le patient, ça peut suffire à débloquer le problème. Est-ce qu'il y a des collations? Est-ce qu'il y a des grignotages? Ça fait partie de notre travail du quotidien, mais c'est évidemment encore plus important lorsqu'on s'occupe d'un patient qui a une résistance à la perte de poids. Donc, ça, c'est voilà, donc c'est le logiciel ProNutriConsult. Ça, moi, je trouve ça vraiment bien parce que ça, c'est pas l'enquête alimentaire très précise dans ce sens où vous n'avez pas ce que mange le patient, mais vous avez une évaluation assez précise de l'équilibre de son modèle alimentaire en termes de lipides, en termes de toxiques. Est-ce que son modèle alimentaire est bien pour le microbiote? Est-ce qu'il a... Oups. Alors... Je suis perdu. Ah voilà. Désolé, vous m'avez vu en gros plan, hein, c'est pas terrible. Donc, est-ce qu'il a un bon équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3? Est-ce qu'il a un bon équilibre dans le végétal animal, etc. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Je l'utilise depuis quelques mois et je trouve qu'on peut déjà en tirer des bonnes choses. On essaye d'avoir un patient qui est en dessous de 50. C'est surtout intéressant, moi, je trouve, entre la première consultation où on le voit arriver brut de décoffrage avec les erreurs qu'il peut avoir dans son modèle alimentaire et puis les consultations suivantes et quand on commence à avoir avec un patient 6 mois, 1 an, hein, c'est ce qu'il faut quand on a 10, 12, 15, 20 kilos à perdre, eh bien, on a quand même une remise dans l'axe de son modèle alimentaire et c'est à la fois pédagogique parce qu'on peut lui montrer ses évolutions et puis nous, on est quand même plus à l'aise pour réfléchir, quoi. Alors, moi, j'utilise beaucoup, toujours dans les habitudes alimentaires et dans la prise en charge du patient, j'utilise beaucoup de questionnaires pour avoir l'impact du stress, du manque de sommeil, des neurotransmetteurs. Donc, des questionnaires de stress, vous en avez plein. Moi, j'utilise le questionnaire de Cohen. Des questionnaires d'évaluation des neurotransmetteurs, vous en avez aussi plusieurs. C'est important de savoir où en est le patient de sa dopamine parce que ça, évidemment, c'est ce qui va lui permettre d'avoir de la motivation et d'avoir envie de faire les choses. C'est important qu'il ait de la noradrénaline parce que ça va lui permettre de faire longtemps avec plaisir ce qu'il est en train de faire. Surtout, c'est important de savoir s'il ne manque pas de sérotonine parce qu'évidemment, s'il manque de sérotonine, il va y avoir du grignotage, des envies de sucrer, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil et on sait bien que tout ça, ça contribue à ralentir, voire même à arrêter totalement la perte de poids. Les PWORS, c'est un questionnaire de sommeil. L'agenda du sommeil, c'est très, très bien aussi. Alors, pareil, dans le ProNutriConsult, vous avez un agenda du sommeil qui est génial, qui permet aux patients de remplir à la volée son questionnaire de sommeil. Il n'y a plus besoin de faire des calculs pour les temps de sommeil, etc. Tout se fait automatiquement, donc c'est vraiment très bien fait. Le chronotype, je vous en parlais tout à l'heure, le chronotype de Horn, eh bien, c'est savoir si le patient est dans son chronotype. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il s'endort au bon moment? Est-ce qu'il ne s'endort pas trop tard? Est-ce qu'il a un décalage de phase? Tout ça, c'est des choses qu'il est intéressant d'aller vérifier. Questionnaire de fatigue. Moi, j'utilise assez facilement soit le questionnaire de Pichot, soit le questionnaire multidimensionnel de la fatigue, parce que ce questionnaire, il fait le tri entre la fatigue physique, la fatigue psychologique, etc. Donc là encore, ça nous donne un petit peu plus d'indications pour la prise en charge du patient. Donc, soit vous utilisez une forme papier par rapport à ces questionnaires, soit tout est encore une fois dans le logiciel intégré. Le patient remplit en ligne ses questionnaires et vous les récupérez ensuite dans son dossier. L'évaluation biologique. Évidemment, moi, je suis médecin. Je ne sais pas qui est médecin parmi le public. En tout cas, dès que vous pouvez avoir de la biologie, c'est bien évidemment intéressant, surtout dans le cadre de la résistance. C'est encore plus intéressant dans le cadre de la résistance
à la perte de poids, il faut avoir son score de HOMA, il faut savoir si le patient est insulino-résistant, parce que s'il est insulino-résistant, la résistance à la perte de poids peut être important. Il faut avoir son profil lipidique, il faut avoir sa vitamine D, c'est pareil, c'est plus difficile de mincir lorsque vous manquez de vitamine D. Et si vous regrossissez et que vous manquez de vitamine D, vous allez surtout refaire de la graisse et pas du muscle, alors que normalement, on fait à peu près les deux, quoi. La ferritine, c'est capital. Je pense qu'on ne peut pas prendre en charge un patient pour une perte de poids sans avoir une ferritinémie. Le bilan hépatique, à la limite, on pourrait s'en passer, mais moi, je le fais de façon systématique. Je fais quand même un gros bilan de façon systématique. C'est vrai que si le bilan biologique hépatique est perturbé, il y a vraisemblablement une stéatose. S'il y a une stéatose, il y a vraisemblablement une obésité viscérale et c'est la porte ouverte à la résistance à la perte de poids. La CRP ultrasensible pour évaluer l'inflammation, ça aussi, hein, un patient très inflammatoire va avoir du mal à mincir. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir parce que évidemment, on mettra en place à partir d'un moment où on a ce genre de choses et où on sait dès le départ, on va pouvoir mettre en place les mesures correctives par rapport à ça. En ce qui concerne l'évaluation hormonale, je pense que c'est indispensable dans le cadre de la perte de poids de faire un bilan thyroïdien. Donc, on peut se contenter juste d'une TSH. Si elle est un peu trop haute, moi, je considère qu'au-dessus de 2,5, il faut commencer à penser à une hypothyroïdie fonctionnelle. Donc, c'est important d'avoir au minimum une TSH. Moi, j'avoue que j'aime bien faire le reste aussi, T3, T4. Et puis, en fonction de ma TSH, justement, de mes T3, T4, ça débouchera dans le cadre d'une TSH un peu haute où je vais suspecter une hypothyroïdie fonctionnelle. Eh bien, éventuellement, je déclencherai une myodurie parce que c'est ça qui va vous permettre de supplémenter via de l'iode le patient. Et puis, j'aime bien aussi doser les auto-anticorps pour voir si le patient n'est pas en train de faire une thyroïdite, une thyroïdite immunitaire ou quoi ou qu'est-ce. Chez les femmes proches de la ménopause, ça peut être intéressant d'aller faire ce bilan testo, œstrogène, progestérone, LH, et puis pourquoi pas la prolactine. Donc ça fait partie des bilans qui sont pris en charge par la Sécu. Et évidemment, vous avez des tests spécifiques qui sont les profils en acide gras, parce qu'évidemment, un patient qui a déjà un mauvais profil oméga 3, il va avoir plus de difficultés à mincir au départ. Et surtout, comme en perdant de la masse grasse, au début, s'il commence à mincir mais qu'il perd trop de masse grasse, évidemment, la perte de la masse grasse, elle n'est pas très fine. Hein, c'est à la fois des oméga 6, des oméga 3, on perd de tout. Et si un patient qui perd trop d'oméga 3, qui perd trop d'acides gras polyinsaturés essentiels, il va s'arrêter beaucoup plus vite qu'un patient qui mange bien ses poissons, qui mange bien son huile de colza, qui mange bien ses fromages de chèvre et de brebis. Donc, parfois, on est obligé, lorsqu'on a a priori tout bien fait dans l'assiette, pour justement pouvoir supplémenter de façon un petit peu plus efficace, c'est parfois intéressant d'aller faire des profils en acides gras. On peut faire des profils en neurotransmetteurs, mais voilà, moi j'en fais pas beaucoup parce que je trouve que les questionnaires dont on a à notre disposition aujourd'hui permettent déjà de bien travailler avec les patients, mais parfois c'est intéressant, surtout quand on est dans ce cadre de la résistance à l'insuline. Le cortisol salivaire pour le stress. Mais encore une fois, moi, je trouve que les tests sont plutôt bien faits et on n'est pas toujours obligé d'aller vers ces bilans qui sont toujours un petit peu chers et pas remboursés. Alors, l'impédance-métrie, pour moi, je ne sais pas comment on peut travailler sur la perte de poids sans impédance-mètre, vraiment, je ne sais pas. Ça me paraît mystérieux. Sans impédance mètre et sans tour de taille, je ne sais pas comment on peut vraiment travailler là-dessus, sur la perte de poids. Donc, évidemment, je ne peux que vous encourager, si vous ne l'avez pas, à travailler avec un impédance mètre. Alors,
quand on parle de résistance à la perte de poids, on ne parle pas Là, je vous ai mis le cas d'un patient qui... alors, je vous ai mis juste un mois, hein, mais j'ai pas retrouvé malheureusement les patients auxquels je pensais, mais j'ai... Alors, c'est une petite partie des patients, mais j'ai quelques patients qui ne perdent pas de poids et qui, pour autant, perdent gentiment, tranquillement de la masse grasse, qui gentiment, tranquillement remplacent leur masse grasse par de la flotte et qui perdent du tour de ventre. Donc, c'est ces patients qui vous disent « Oh là là, je n'ai pas perdu de poids, docteur. » Mais alors, je ne comprends pas parce que j'ai remis un pantalon là, que je n'avais pas mis depuis 2 ans, il me va bien, je remets telle robe, machin. Bon, bah là, vous êtes assez tranquille. Vous savez que ce n'est pas un patient qui est en résistance à la perte de poids. Ce n'est pas un patient qui ne mincit pas. C'est un patient qui ne perd pas de poids, mais c'est un patient qui mincit. Donc, là, je vous ai mis le cas typique d'un patient qui n'a quasiment pas perdu de poids. Il a perdu 200 grammes, mais en fait, il a remplacé sa masse grasse, qui a bien été perdue, par de la flotte. Et ça, on en est absolument certain, parce que comme il a perdu 1 cm de tour de taille et qu'au départ, surtout, 1 cm de tour de taille égale à peu près 1 kg de masse grasse, bah là où on est assez tranquille, on peut rassurer le patient. Et quand le patient voit ça, bah, lui aussi est rassuré, il n'est pas découragé et il continue à travailler. Hein. Là, on voit bien qu'il a perdu de la masse musculaire, qu'il a perdu de la grasse, qu'il a perdu de la masse grasse et du tour de ventre. Bah, même si son poids n'a pas bougé, on s'en fout un petit peu. Lui, il ne s'en fout pas, mais nous, on sait qu'on est assez tranquille, on est efficace dans ce qu'on fait. Donc ça, ce n'est pas de la résistance à la perte de poids, c'est juste que, ne me demandez pas pourquoi, certains patients vont remplacer leur graisse par de la flotte, et en tout cas, c'est ce que l'appareil mesure, hein, mais on se rend bien compte qu'il reste, alors ça peut durer 6 mois, moi j'ai des patients, hein, ça a duré 6 mois avant qu'on voit une action sur le poids. Donc, si vous n'avez pas cet appareil-là, si vous n'avez pas cette pédagogie, bonjour pour regarder le patient pendant 6 mois en lui disant je vous promets, vous mincissez. Hein. Là, on a quand même des preuves à lui donner. Alors, je laisserai Pierre tout à l'heure vous parler de l'impédance mètre. Moi, j'utilise le Biodi Expert aujourd'hui, le 3. J'ai été très longtemps sur le 2. Je suis sur le 3. J'en suis vraiment content. J'ai eu l'occasion de tester plein d'autres. Je n'ai pas été aussi satisfait que celui-ci. J'ai eu l'occasion de tester, bon, il y a une petite dizaine d'années maintenant, mais j'avais testé en temps réel 3 impédances mètres différents. Donc, dans ma consultation, je faisais 3 mesures d'impédance métrie. Un truc à 10 000 euros, un truc je ne sais plus quoi. Bah, franchement, le Biodi s'en sortait bien mieux que les autres. Et je trouve qu'aujourd'hui, bon voilà, hein, c'est vraiment très objectif. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Hein. Donc, la mise en place de la stratégie personnalisée, elle se fait sur l'alimentation. Ça, je ne vais pas vous en faire l'article. La gestion du stress, c'est un indispensable. Alors, on a plein aujourd'hui en micronutrition comment dirais-je, de stratégies pour gérer le stress. N'oublions pas les autres gestions du stress, cohérence cardiaque, méditation, pleine conscience, etc. L'activité physique, bien évidemment, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, il faudra la mettre en place de façon personnalisée. On ne remet pas en route un patient qui ne bouge pas depuis 15 ans, un patient qui fait 150 kilos. Enfin voilà, dans le cadre de la résistance à l'amincissement, ça peut arriver à n'importe quel âge, à n'importe quel sexe et à n'importe quel poids. Et évidemment que cette prise en charge de l'activité physique, elle sera différente dans la façon de la présenter. Mais par contre, encore une fois, il ne faut pas oublier de bien indiquer au patient que pour lui, ça doit être doux et tranquille, et qui doit être en accord avec ce qu'on lui met dans son assiette, quoi. Alors, la micronutrition, bah, évidemment qu'elle est importante parce qu'on sait bien que certaines carences vont avoir un impact sur le métabolisme, en dehors de la santé générale, où là, c'est une évidence, mais sur le métabolisme, et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir la résistance à l'amincissement, bah, bien évidemment, c'est vitamine D, le fer, le magnésium. Je ne suis pas certain que le magnésium tout seul
ce soit un problème pour la, comment dirais-je, pour la perte de poids. Mais par contre, un patient qui stresse va pisser son magnésium et peut-être que, en plus de l'impact hormonal, le cortisol, les neurotransmetteurs qui baissent dans le stress, peut-être que cette perte de magnésium a un impact, mais en tout cas, c'est vrai que chaque fois que vous avez du stress, il faudra s'occuper du magnésium, quoi. Mais je ne suis pas certain que un patient qui serait en déficit de magnésium aurait vraiment du mal à mincir, quoi. Je ne suis pas persuadé de ça. Les oméga 3, c'est une évidence. Pour moi, ça fait vraiment partie des choses très importantes. Et les protéines aussi. Aujourd'hui, on sait qu'un modèle alimentaire efficace pour la perte de poids, c'est légèrement plus protéiné que d'habitude, vraiment en dessous des glucides, et plutôt mieux gras que moins gras, hein. C'est des choses qu'on connaît bien aujourd'hui. L'impact métabolique, tout ça mis bout à bout, l'efficacité énergétique est moins bonne quand vous manquez de micronutriments, l'équilibre hormonal est moins bon, et puis quand vous n'avez pas ce qu'il faut dans l'assiette, ou si vous n'avez pas de quoi fabriquer votre sérotonine, c'est beaucoup plus compliqué de perdre. Si vous ne fabriquez pas votre dopamine, vous n'avez pas la motivation pour aller au bout, quoi. Donc, sur la gestion du poids, grâce à une bonne gestion de la micronutrition, on va améliorer le métabolisme, on va réguler l'appétit. Justement, par exemple, sur la sérotonine, si la sérotonine est au taquet, on aura plus ces grignotages de sucre de l'après-midi qui peuvent réduire à néant tous les efforts qu'on a mis en place jusqu'à présent. L'augmentation de l'énergie, c'est clair qu'on ne consomme pas ces calories de la même façon si on manque de vitamines et d'oligo-éléments. Et je vais vous aborder donc 2 cas cliniques. Alors, ce premier cas clinique, voilà un patient que vous voyez, donc vous voyez ce patient, vous lui mettez en place un modèle alimentaire, en tout cas c'est ma façon de faire, vous lui prescrivez des questionnaires, vous lui prescrivez un bilan biologique, et il vous revient un mois plus tard en vous expliquant qu'il a tout bien fait, et on va le croire, évidemment, qu'il a tout bien fait, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il vous mente, hein. Moi je fais confiance à mes patients, et il ne s'est rien passé. Alors je ne vous donne aucun détail clinique sur ce patient, aucune pathologie, parce que ça peut arriver à tout âge, à tout sexe, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, ce type de blocage, il y a vraiment, on n'a pas besoin d'en savoir plus sur l'anamnèse du patient, parce que c'est tout cas confondu. En fait, ce patient, je ne sais plus si c'est un patient ou une patiente, tellement ce n'est pas important, quand on récupère ces questionnaires, quand on récupère surtout sa prise de sang, on se rend compte qu'il a une TSH qui est bien montée, qui est à 4,5. Donc, c'est vraiment trop haut, avec un profil hormonal qui est normal, donc T3, T4 normal. Donc, ça, a priori, quand vous avez ça, vous pouvez vraiment suspecter un problème de carence en iode. Donc, dans ces moments-là, moi, je fais doser la iodurie, je fais doser les auto-anticorps. Et en général, on gagne à tous les coups, parce que dès que vous supplémentez votre patient en iode, l'amincissement, vous voyez, après que ça pose plus aucun problème, et c'est assez rapide, parce que si le patient fait bien les choses, il va bien mincir pour la suite de son parcours. Alors, c'est très piégeant, ça, parce qu'on n'a pas toujours une symptomatologie d'une hypothyroïdie. On n'a pas ces grands classiques de frilosité, ces troubles du sommeil, la fatigue, surtout la fatigue du matin. On n'a pas toujours ça. Des fois, c'est des patients qui sont totalement asymptomatiques, et on ne le saura que si on a le dosage de cette TSH, voire le dosage de cette iodurie. Donc, moi, je travaille avec la iodurie du matin. En général, c'est largement suffisant pour faire le diagnostic. Parfois, on est obligé de faire des ioduries, des 24 heures, lorsqu'on a des choses un petit peu particulières. Donc, les objectifs, c'est de corriger la carence en iode. Pensez au sélénium. Donc,
J'hésite pas non plus à doser le sélénium. Par contre, ça, c'est pas remboursé. Donc, ça coûte quand même 50 €. C'est pas toujours facile à faire pour certains patients. On va récupérer une bonne fonction thyroïdienne et la dose recommandée par rapport à l'iode, c'est 150 microgrammes par jour. Les autres suppléments bénéfiques, ça peut être le sélénium. Par contre, là, il faut vraiment doser. On peut de temps en temps, en dehors des enfants, on pourrait donner de l'iode directement, comme ça, sans faire de dosage, mais c'est quand même mieux de faire une iodurie. Par contre, le sélénium, je ne vous conseille pas de le faire, quoi, de donner du sélénium sans dosage. La L-tyrosine, ça peut aussi être intéressant parce qu'on va booster un petit peu la dopamine, donner le matin, ça va être vraiment intéressant. Deuxième cas pratique, une patiente de 60 ans, voilà, elle fait 1m62, 71 kg, elle a un IMC à 27, mais surtout elle a un tour de taille quand même assez important. Bon, évidemment, elle est ménopausée, elle a surtout pris du poids au niveau abdominal, elle a quand même eu beaucoup de soucis dans sa vie, elle a perdu un premier mari. Oui, la iodurie, c'est pas remboursé, je vois ça, c'est 22 € environ, mais ça vaut vraiment le coup de la faire. Donc elle a eu des gros soucis dans sa vie, elle s'est remariée, elle est parfaitement heureuse avec son nouveau mari, que je suis aussi et qui est chocolatier. Ça, c'est génial d'avoir un chocolatier dans ses patients. Donc, changement d'humeur, anxiété, dépression, problème de sommeil. Donc, cette patiente, elle a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une résistance à l'amincissement. Elle n'a pas énormément de poids en excès. Vous voyez, elle a 6 kg de masse grasse à perdre, mais ça colle très bien avec les 86 cm de tour de ventre. 1 kg de graisse, 1 cm. Donc, on est vraiment cohérent dans notre prise en charge. On a la chance, mais c'est souvent vrai, voire toujours vrai. C'est exceptionnel. Je crois que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je pense qu'il n'y a pas de surpoids important sans une masse musculaire augmentée, et c'est souvent lié à l'insuline, et l'insuline, ça sert à faire du gras et à faire du muscle. Donc, vous aurez jamais un patient en surpoids ou en obésité avec une masse musculaire faible. Par contre, le volume hydrique, bien évidemment, ça, c'est quasiment tout le temps, parce qu'un patient qui a 10 kg de trop, il faut qu'il boive 1 litre de plus, on va dire, grosso modo. Comme les patients boivent très peu, ils sont tout le temps en retard sur leur masse hydrique. Donc, ils ont souvent un déficit de masse hydrique. Et ça n'aide pas à perdre du poids, puisque pour brûler les graisses, il faut de l'oxygène, et c'est l'oxygène de l'eau de nos cellules qui nous permet de perdre les graisses. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc, les questionnaires vont montrer un gros stress, une dette en sommeil importante. L'anamnèse médicale détaillée ne m'apporte pas grand-chose. Son bilan sanguin, il n'est pas contributif parce que comme tous les gens en surpoids, elle a une inflammation de bas grade et une insulinorésistance. Donc ça, c'est du grand classique. Et par contre, c'est une patiente qui mange absolument pas de poisson. Elle mange ni poisson ni huile de colza et elle mange que des fromages de vache. Donc, ça se passe bien au départ. Vous voyez qu'elle mincit gentiment, tranquillement. Et puis, au bout de 2 mois, ça ne marche plus, voire même ça reprend. Elle reprend un petit peu de graisse. Donc là, il y a quand même un blocage. Et ce blocage, ce que j'ai suspecté pour moi, c'était 2 choses, les troubles du sommeil que j'ai creusés, et puis son stress et surtout son manque d'oméga 3. Je pense que ça, il ne faut vraiment pas négliger d'avoir un bon profil oméga 6, oméga 3 dans notre assiette, et si ça ne suffit pas, on supplémente, et c'est ce que j'ai fait chez cette patiente, puisque je lui ai donné du magnésium. Alors, il faut y aller sur le magnésium, c'est au moins 300 mg par jour. Je lui ai donné, je ne sais plus, j'ai plus en tête ce que je lui ai donné comme oméga 3, mais je lui ai donné des oméga 3. Donc la dose, c'est entre 500 mg et 1 g, avec un bon rapport EPA-DHA, 1/3, 2/3. Et en creusant en fait le sommeil de cette patiente, je me suis rendu compte qu'elle avait un syndrome des jambes sans repos. En tout cas, c'est ce que j'ai suspecté. Et donc, je lui ai donné de la L-tyrosine le soir. Ce n'est pas le matin, c'est le soir. On a commencé à 250 avec des bons résultats, mais pas parfaits. Et on a continué à 500 mg. Et là, ça a vraiment, vraiment changé complètement sa qualité de sommeil. Et ça lui a permis de bien dormir. Donc, tout ça mis bout à bout. Alors, il y a d'autres stratégies sur le stress, la rhodiole, le safran, le tryptophane, la L-tyrosine.
la méditation, la cohérence cardiaque, la prise en charge de l'insulinorésistance, n'oublions pas le chrome, la cannelle, la berbérine, tout ça, ça peut être utilisé. Mais vraiment, chez cette patiente, lui redonner un bon profil oméga 3, l'aider à dormir grâce à la correction de son syndrome des jambes sans repos et gérer un peu son stress avec le magnésium, vous voyez que ça a mis quand même un petit bout de temps à marcher parce que il faut le temps que les oméga 3 agissent, hein, c'est 3 mois pour changer nos cellules, donc il faut un petit peu de temps, c'est vraiment pas immédiat. On se rend compte que là, elle a vraiment beaucoup perdu. Alors là, c'est très frappant parce qu'elle a en plus mis en place une activité physique. Donc, évidemment, ça a été vraiment très intéressant. Elle a perdu beaucoup très vite. Et puis, elle a arrêté de bouger. Elle a arrêté son activité physique. Donc, elle a repris un petit peu de poids, mais vraiment très peu. Elle n'est pas remontée à ses 70 kg 800 parce qu'elle avait un bon profil oméga 3, parce qu'elle gérait son stress, parce qu'elle dormait mieux. Et puis, vous voyez, il y a eu un petit passage à vide là, où elle a eu encore à nouveau des soucis. Et tout de suite après, elle s'est remise à bouger. Et c'est reparti, quoi. Donc, voilà. Donc, écoutez, si vous avez des questions, je suis désolé, j'étais un petit peu plus long que prévu. C'est toujours le problème. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Alors, merci, Dr Dess, pour votre présentation. C'était très clair et très intéressant, ces cas pratiques. Je vois qu'on a reçu quelques questions. Ce que je propose de faire, si c'est OK pour vous, c'est que je présente rapidement SimpliCure, l'outil qui a offert du coup ce webinaire. Et puis après, on passe aux questions, si ça va pour vous. Très bien. OK. Super, parfait. Alors, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore SimpliCure, donc je vais partager mes slides. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, SimpliCure, c'est une plateforme qui permet aux professionnels de la santé de facilement recommander des compléments alimentaires de leur laboratoire favori en un seul endroit. Donc, pourquoi est-ce qu'on a créé cette plateforme? Tout simplement parce qu'on a identifié certains problèmes en consultation. Donc, justement, on a envie de recommander plusieurs marques différentes de différents laboratoires. Et c'est pas toujours évident en tant que professionnel de la santé de se rappeler quel produit, quel dosage et quelle interaction est encore moins facile pour le patient qui va devoir se rendre sur 3-4 sites différents en fonction des laboratoires qu'on va prescrire. Et donc, on a voulu faciliter tout ça. On a voulu développer une plateforme qui permet de facilement recommander les compléments de ses laboratoires favoris et assurer un achat facilité pour le patient. Donc, je vais vite faire un partage d'écran pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, voilà. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien mon écran? Oui. OK. Dr Dess, vous savez me dire si vous voyez bien mon écran? Oui, parfaitement, oui. OK, super, parfait. Un tout grand merci. Donc, tout d'abord, SimpliCure, c'est totalement gratuit et uniquement disponible pour les professionnels de la santé. Donc, quand vous vous connectez sur SimpliCure, vous aurez d'abord accès à tous les replays des webinaires que vous retrouvez ici, notamment celui d'aujourd'hui. Si vous avez manqué certaines infos, vous aurez aussi accès aux slides et à la vidéo. Donc, les replays sont ici sur la gauche. Et à droite, vous avez les derniers laboratoires qui nous ont rejoints. Donc, comment ça fonctionne quand vous êtes en consultation avec un patient et que vous voulez faire une recommandation? C'est très simple, il suffit de cliquer sur « Créer une recommandation ». Vous pouvez mettre les coordonnées du patient ici ou sélectionner un patient que vous aviez déjà dans votre base de données. Et puis après, vous allez rajouter différents produits selon ses besoins. Donc ici, on va cliquer sur « Ajouter un produit ». Et alors, là, vous pouvez filtrer votre recherche. Donc là, c'est assez sympa parce que vous pouvez vraiment trouver des produits très spécifiques selon les marques. Donc là, vous avez tous les laboratoires, le type de produit, si vous cherchez plutôt des acides gras, des enzymes, des minéraux, des vitamines ou des complexes. Vous avez aussi des labels, des formats, si votre patient préfère un format gélule plutôt que poudre. Les objectifs santé aussi. Donc là, vous pouvez mettre gestion du poids comme objectif santé. Vous arriverez sur toutes
toute une sorte de compléments alimentaires. Et vous pouvez aussi inclure et exclure des ingrédients. Donc, par exemple, si vous voulez impérativement du bisglycinate de magnésium, c'est possible de le rajouter à votre recherche et donc ça vous permet d'affiner votre recherche et de découvrir parfois des chouettes compléments alimentaires qu'on ne connaissait pas. Donc, on peut vraiment faire du sur-mesure. Ici, quand un complément vous plaît, vous pouvez cliquer dessus pour avoir toutes les informations du complément alimentaire ainsi que ses ingrédients et ses apports nutritionnels. S'il vous intéresse, vous pouvez l'ajouter à la recommandation. Voilà. Donc ici, par exemple, on va en rajouter plusieurs à notre recommandation. Et alors, on va retourner sur notre recommandation. Alors, dernière chose qui peut être aussi intéressante, c'est qu'ici, on a un tableau récapitulatif des apports. Donc, ça veut dire que vous ne devez plus faire cet exercice de calculer est-ce qu'on ne dépasse pas le dosage maximum autorisé, par exemple, pour la B6, qui est une vitamine qu'on va retrouver dans beaucoup de compléments alimentaires. Nous, on fait le calcul pour vous, donc ça vous permet d'être sûr de ne pas dépasser le dosage maximum autorisé. Alors, dernière chose aussi qui peut être intéressante pour le patient, pour qui le budget peut être un frein, chez SimpliCure, vous pouvez offrir 10 à 15% à votre patient, ce qui permet de lui proposer une recommandation un peu plus abordable. Donc ici, vous voyez la réduction de 10% par exemple. Une fois que cette recommandation est faite, on peut l'envoyer au patient et du coup, ce patient va recevoir sa recommandation par mail et par SMS. Il va pouvoir l'acheter via le lien qu'il aura reçu et il aura une réduction sur les frais de livraison à partir de 59 € et ils seront offerts à partir de 89 €. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour le patient. Ce qui est pertinent pour vous en tant que professionnel, c'est que vous avez un suivi. Donc, vous pouvez savoir exactement si votre recommandation a été ouverte, achetée, etc. Donc, ici, vous avez vraiment tout l'historique de vos recommandations faites à vos patients. Donc, de manière très simple, SimpliCure, c'est un outil qui permet de faciliter vos recommandations, de faciliter l'achat. Ça va aussi être un outil qui va vous permettre de vous former sur certaines thématiques, notamment aujourd'hui sur la résistance à la perte de poids. Donc, voilà. Du coup, SimpliCure, donc je vais vous partager mes slides. Voilà. Du coup, SimpliCure, aujourd'hui, c'est plus de 90 laboratoires et plus de 1600 produits qui sont regroupés à un seul endroit. Et si vous souhaitez d'autres produits, forcément, on peut les rajouter à notre catalogue. En tant que praticien, l'avantage, c'est d'avoir accès à tous ces laboratoires favoris à un seul endroit. C'est aussi un gain de temps, mais également une manière de fidéliser vos patients. Alors, la plateforme est totalement gratuite. Le site, c'est simplicure.com. Si vous vous enregistrez aujourd'hui, on vous accompagnera dans la mise en place du coup de SimpliCure. Vous pouvez, pour ceux qui ont déjà le logiciel ProNutriConsult du SIN, on peut intégrer SimpliCure à l'outil. Donc ça, c'est très simple. Il suffit d'aller dans les paramètres, aller dans partenaires d'intégration et de mettre le code SimpliCure/Pro en majuscule. Je vais vous noter ça dans les notes pour ceux qui sont intéressés. Et alors, dernière petite chose, les prochains webinaires qu'on aura la chance d'animer cette semaine, on aura celui sur la vitamine K2 et un autre avec Biotalasol qui aura lieu vendredi. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire si vous êtes intéressé. Donc, ça peut se faire via SimpliCure aussi. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport à SimpliCure. On va passer aux questions. Donc, je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont passées. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les regarder, Dr Dez, ou si vous voulez… Oui, j'ai vu passer une question sur les oméga-3 avec les anticoagulants. Ça pose vraiment pas de problème de donner des oméga-3 à un patient qui est sous anticoagulant, dans la mesure où on reste dans des doses micronutritionnelles, c'est-à-dire que 500 mg à 1 g d'oméga-3, il n'y a pas de problème sur la coagulation. On considère qu'il faut donner 3 grammes d'oméga-3 pour commencer à avoir un impact sur la coagulation. Donc, il n'y a pas de souci.
Après, la tyrosine, bah oui, dans le cadre des jambes sans repos, la tyrosine doit être donnée le soir. Normalement, la L-tyrosine se donne le matin pour booster la dopamine, mais là, c'est un autre mécanisme. Je ne vais pas rentrer dans la physiologie, mais en tout cas, c'est bien le soir que vous donnez de la L-tyrosine chez les patients qui ont un syndrome des jambes sans repos. Le syndrome des jambes sans repos, encore une fois, on ne sait pas trop pourquoi certains patients en ont, d'autres pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les déficits en fer, en magnésium, peuvent accélérer un petit peu ces problèmes de jambes sans repos. Pensez-y parce que c'est vraiment un gros trouble du sommeil et c'est tellement facile à régler qu'on est gagnant à tous les coups, quoi. Super, merci Il y a des pour... tests, il y a des tests que vous pouvez utiliser pour ça, mais sinon, le syndrome des jambes sans repos, c'est un patient qui n'est pas capable de rester en place très longtemps, quoi. S'il est devant son film du soir, il est obligé de se lever parce que faire les 100 pas dans la pièce, parce qu'il a des fourmis, il a des douleurs, ça lui chauffe, ça lui gratte, ça lui pique. Enfin, il y a plein de symptômes du syndrome des jambes sans repos. Quand il est couché la nuit, dès qu'il est un petit peu au chaud sous la couette, il a à avoir besoin de mobiliser les jambes, de battre du pied. Il est obligé de se lever, marcher sur le frais, ça lui fait du bien, se doucher, ça lui fait du bien. Donc voilà, on peut faire des diagnostics cliniques et on a des questionnaires pour ça aussi. Je ne sais pas, Pierre, si tu avais d'autres questions auxquelles tu veux que je réponde. Oui, il y avait d'autres questions. Après, je ne sais pas si on aura le temps. Alors, la différence pour vous entre le Biodi Expert 2 et le Biodi Expert 3? Alors, je trouve que le Biodi Expert 3, il est super facile à utiliser. Enfin, l'autre l'était déjà, mais je trouve qu'il a un côté sympa parce qu'il parle, il est beaucoup plus facile à prendre, il est plus petit, notamment pour les enfants. Je trouve que et les personnes, moi j'ai vraiment des patients très très gros. J'ai le souvenir de patients, ils sont incapables de se plier pour ne serait-ce que se plier suffisamment pour poser l'ancien appareil sur leur cheville, quoi. Celui-ci est plus long, l'endroit où on pose le 3 est plus long, l'endroit où on pose les mains est totalement différent. La pince est un petit peu différente, donc ça, on est obligé de moins se plier, c'est beaucoup plus facile à faire. Et puis surtout les enfants, même si on n'a pas encore des vraies équations de régression pour les enfants, une vraie mesure. La première mesure n'est pas toujours juste avec les enfants, mais le suivi sera toujours juste. C'est un peu toujours le cas avec l'impédance-métrie, c'est que parfois la première mesure peut être un petit peu faussée, mais bon, on ne fait pas de la recherche, on fait du travail en cabinet médical, de nutrition. On a une précision sur le suivi qui est vraiment très bonne. Et encore une fois, c'est tellement intéressant pour le patient. C'est tellement pédagogique que moi, je ne peux pas faire autrement que d'utiliser ça. Les jours, je ne sais plus, il y a un moment, j'avais pas accès au logiciel, je ne sais plus ce qui s'était passé, mais j'étais perdu, quoi. Je ne savais plus comment travailler. Donc, c'était intéressant parce que ça m'a permis de me dire, tiens, on peut travailler différemment, mais c'est tellement rentré dans ma consultation que j'ai vraiment du mal aujourd'hui à m'en passer. Donc, Pierre, je ne sais pas, peut-être tu peux dire plus précisément. Oui. Après, on rentre dans la technique pour le 3 par rapport au 2. C'est un monde entre les deux au niveau de la technique et de ce que ça mesure. Au niveau de la technique, effectivement, le Biodi Expert 3 utilise une technologie qui s'appelle la BIS, la bioimpédance-métrie spectroscopie. Il y a plus de 1000 fréquences qui permet aussi de contrôler la qualité des résultats, d'obtenir de nouveaux marqueurs. Et en termes d'interface, on a repensé en fait la lecture un peu comme une analyse sanguine avec les résultats, les références limites, ce qui permet de manière très instinctive de voir ce qui est déséquilibré chez le patient. Donc, c'est beaucoup plus rapide. J'avais une autre question. Est-ce que vous utilisez aujourd'hui l'angle de phase dans vos consultations? Alors non, en toute honnêteté, je ne l'utilise pas. Je suis intimement persuadé que c'est quelque chose de très important, mais je n'ai pas les outils aujourd'hui pour l'utiliser et pour avoir… je ne peux pas aujourd'hui me dire, tiens, j'ai tel angle de phase, je vais avoir telle démarche thérapeutique, je vais utiliser tel ou tel truc.
parce que pour l'instant, je trouve qu'on manque d'infos. Moi, je fais à tous mes patients, je leur fais une insulinorésistance. À tous les patients, je leur fais une CRP ultrasensible. Donc, j'ai la vision de leur inflammation. J'ai des patients qui perdent 15 kilos. Ils ont une inflammation de bas grade au départ. Ils n'en ont plus à la fin. Et l'angle de phase, il n'a pas vraiment bougé. Ou en tout cas, il n'a pas bougé dans le bon sens. Donc, pour l'instant, je suis sûr que c'est utile, mais j'ai du mal à l'intégrer de façon très pratique et simple dans ma consultation. Par contre, j'ai quand même l'impression que le nouveau, je l'ai que depuis 2 ou 3 mois, donc je manque un peu de recul. J'ai l'impression que le nouveau va être beaucoup plus important, beaucoup plus utile par rapport à cette histoire-là, quoi. D'accord. J'avais aussi une autre question par rapport à… Mais excuse-moi Pierre, juste Oui. si vous devez choisir entre le 2 et le 3, prenez le 3, quoi. Le 3 a cet avantage en fait de prendre la mesure automatiquement. Donc, il suffit que le patient le tienne avec les électrodes de contact. La mesure se fait automatiquement en l'espace de 10 secondes. Donc, il n'y a plus à appuyer sur le bouton. Simplement par le toucher, la mesure se lance automatiquement. Et puis, on aura l'occasion, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez demander une présentation individuelle. Ensuite, tout se transfère automatiquement vers un affichage serveur web. Donc, vous avez vos résultats et vous pouvez aussi envoyer les résultats aux patients via une application. Et tout ça, c'est évidemment gratuit, c'est inclus dans le prix. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Vous avez accès au logiciel et à l'application pour le patient. Ouais, moi, je trouve que c'est très pratique de pouvoir n'importe où, de n'importe quel ordinateur, de n'importe quel téléphone portable, d'avoir accès à ces dossiers patients. Je trouve ça vraiment bien. On n'est pas obligé d'être devant l'ordinateur du cabinet pour pouvoir éventuellement travailler, réfléchir ou répondre aux patients. Et juste une chose, je crois que ça va être interfacé avec le logiciel du SIN, ça va se faire, les données seront importées directement, ça va être vraiment intéressant aussi. Ouais. Tout à fait. Donc là, c'est une intégration, tout comme l'intégration avec SimplyCure, avec un code qui sera paramétré et vous pourrez retrouver en fait directement tous vos résultats de composition corporelle dans votre logiciel de consultation. Et là, on va gagner un temps fou parce qu'autant au lieu d'utiliser, comme on le faisait jusqu'à aujourd'hui, 2 ou 3 outils, vous n'aurez qu'un outil pour vos consultations. Alors, j'ai beaucoup de questions. Je ne pense pas qu'on ait le temps de répondre à toutes les questions. Ce qu'on va voir avec SimplyCure, c'est peut-être pour y répondre par mail. Oui, tu me les fais passer et puis je répondrai. Oui. Voilà. J'avais une question sur les prix aussi, le prix du BioDXpert. Donc, le BioDXpert 2, il est à 2 490 € hors taxe et le 3, il est à 4 390 € hors taxe. On propose évidemment des solutions de financement, des paiements en plusieurs fois étalés ou de la location financière sur 60 mois si c'est nécessaire. Voilà. Disponible en France, mais aussi en Belgique, évidemment. Donc, désolé pour ceux qui ont posé beaucoup de questions. On a une quarantaine de questions. On doit tenir les délais. On vous répondra par mail. On va faire une compilation de toutes ces questions. Et merci pour votre participation. Je pense qu'on était plein, hein, non ? Oui, on a atteint les 200 du coup pour ce webinaire, plus le replay. Donc voilà, ça c'est super. Juste une question qui a été posée plusieurs fois, si je peux me permettre, docteur Des, c'est par rapport à l'intérêt des oméga-3 pour la perte de poids. Je vois qu'on l'a posé 2-3 fois cette question. Les oméga-3, on sait que ça a un impact dans la façon dont les graisses vont être métabolisées et vont être perdues. Hein. C'est surtout ce qui est... on va dire de façon simple, brûlage des graisses au niveau cellulaire. Et puis, il y a un gros impact au niveau inflammatoire aussi. Les oméga-3 sont très anti-inflammatoires. Plus il y a d'oméga-3, plus il y a de... Alors, quand je dis oméga-3, c'est le bon rapport oméga-6, oméga-3 plus exactement que les oméga-3. Il faut que le bon rapport soit fait entre 1 et 4 au niveau du rapport oméga-6 sur oméga-3. Donc, en général, maximum, c'est 4 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Sinon, il y a énormément de processus qui ne fonctionnent pas, de bêta-oxydation des graisses qui ne fonctionnent pas. Et voilà, c'est pour ça que ça va s'arrêter très vite. C'est pour ça qu'il faut souvent donner, en tout cas, si ce n'est par l'assiette, via les compléments alimentaires des oméga-3. Mais ça tourne autour de processus anti-inflammatoires, bêta-oxydation et fluidité membranaire. Plus les membranes sont souples et
malléable et plus ça fonctionne à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau des neuromédiateurs, de l'intestin, parce qu'on n'a pas parlé de l'intestin et du microbiote, mais il faudra un webinaire entier pour s'occuper de la résistance à l'investissement à cause du microbiote. Mais c'est un autre débat, quoi. Ok. Oui. Ah, on vous entend plus. Ah oui, voilà. Merci. Petit détail, parce que j'ai eu des questions aussi sur les offres partenaires. Alors évidemment, vous êtes membre de la CIN, vous avez accès à de super conditions pour l'impédance mètre. Vous avez une remise dessus. Et si vous n'êtes pas membre de la CIN, vous pouvez le devenir. Si vous êtes membre Simplicure, vous avez aussi accès à des conditions spécifiques. Donc n'hésitez pas à écrire à nous directement ou à Simplicure ou à la CIN pour accéder à vos conditions. On saura vous répondre. J'avais une dernière question aussi sur les graisses viscérales, parce que souvent c'est une question qui est posée. Est-ce que les graisses viscérales sont mesurées par le biodi? Les graisses viscérales ne sont pas mesurables par la bioimpédancemétrie, c'est souvent une extrapolation. Donc on retrouve ces données-là sur des personnes grand public, même sur des versions professionnelles, mais ce n'est pas du tout une donnée qui peut être obtenue directement par la bioimpédancemétrie, car le gras est isolant. Mais là-dessus, n'hésitez pas à venir sur nos webinaires, on explique toutes ces choses-là, sur les compartiments, sur ce qui est mesuré et ce qui n'est pas en bioimpédancemétrie. Oui, merci à tous. C'est anti-fiable, hein, l'impédancemétrie, c'est le tour de taille, point barre. Hein. Pour faire simple. Voilà. Merci à vous. Très bien, merci pour ces précisions. Merci pour votre intervention, Dr Des. Je pense que ça a beaucoup plu. On a eu beaucoup de remerciements dans le chat de discussion. Donc voilà, un tout grand merci à vous pour votre participation. Merci, à bientôt. Merci à tous. Au revoir.